L'alcool, donc générationnel. Vous avez l'alcool chez les jeunes, c'est plutôt ce qu'on appelle du binge drinking, donc c'est des alcoolisations paroxystiques. Ils vont consommer beaucoup d'alcool en groupe, dans un temps mineur, très court, pour être ivre. C'est ça le but du binge drinking. Et le problème de ce binge drinking, c'est que ils vont répéter ça en groupe. Ils utilisent les réseaux sociaux maintenant pour se retrouver. Et c'est vrai qu'avec le Covid, etc., il y a eu des restrictions, etc., mais ça n'a pas empêché les fêtes dans des appartements, etc. Donc l'idée, c'est qu'ils boivent vite pour être ivres vite. D'accord ? Il n'y a pas de « je bois un verre pour le plaisir ». Il n'y a pas d'idée de plaisir, il y a d'idée d'ivresse. Le binge drinking entraîne des conséquences qui peuvent être des accidents de la voie publique, des agressions sexuelles, ça peut être des crises d'épilepsie, ça peut être des pertes de connaissances. Vous voyez, en gros, c'est ça. Le binge drinking, plus on commence tôt, vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début, comme le cerveau, son architecture n'est pas finie, eh ben ça agresse le cerveau. Et qu'est-ce qu'on voit sur le binge drinking avant 15 ans ? Eh ben ça entraîne des conséquences sur l'apprentissage, déjà. D'accord ? Donc il y a des conséquences cognitives majeures. Après, à l'âge adulte, donc il y a très peu d'ados qui deviennent addicts à l'alcool. Il y en a très très peu. C'est ceux qui sont vraiment très très vulnérables. Mais dans l'idée de prévention, faire la prévention sur le binge drinking. Chez les adultes, l'addiction à l'alcool, ça va être les 5 C, ce que je vous ai dit. C'est tout ce que je vous ai raconté, ça va être ça, mais vous mettez juste le mot alcool. D'accord ? Perte de contrôle avec l'alcool, envie irrésistible de consommer, usage régulier et continu. Je bois malgré les conséquences. J'ai des conséquences physiques sur mon foie, j'ai des conséquences sur mon cœur, etc. Je continue à boire, sur mon pancréas, tout ce que vous voulez. Je suis anxieux. Je pense que si je bois, je vais être moins anxieux. Je suis encore plus anxieux. Je bois pour essayer de dormir. J'arrive plus à dormir, etc., etc. Et pour l'addiction, je vous l'ai pas dit, mais il faut qu'il y ait au moins 1 an de symptômes. D'accord ? Quelqu'un qui va boire comme ça pendant 3 mois, c'est des consommations excessives. D'accord ? Pour être addict, il faut qu'il y ait tous ces symptômes pendant au moins 1 an. Et après, il y a tout ce que je vous ai dit. Le traitement, on va désintoxiquer les gens en alcool. Il faut travailler la motivation des gens, parce que vous vous rappelez que dans le circuit de la motivation ne marche plus, donc ils ne sont pas motivés, donc on va essayer de retravailler cette motivation avec des thérapies. On va leur donner des traitements pour qu'il n'y ait pas d'accident, de sevrage, d'arrêt de la consommation. Une fois qu'on les a désintoxiqués, ça ne suffit pas. Il faut faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est prévenir la rechute. Et là, on est dans le soin. Donc une approche médicamenteuse, psychologique, des groupes de parole, de la psychothérapie de groupe, etc. D'accord ? Donc dans l'alcool, voilà la situation. Et l'alcool, c'est la 2e cause de mort évitable dans le monde, le tabac étant la première cause de mort évitable. Voilà. Et alcool et tabac sont souvent liés. Donc dans l'idée de prise en charge, il faut prendre à la fois le problème d'alcool et à la fois le problème de tabac. Il y a mon podcast qui s'appelle Addiction, si ça vous intéresse, qui est tous les vendredis. Il est en ligne avec un nouvel épisode tous les vendredis. Demain, il y aura un épisode sur toutes les plateformes. Et puis, il y a mes coordonnées si vous avez des questions particulières. Je vous remercie pour votre attention. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas une seconde. Où est la limite à fixer ? Et chez des individus, souvent jeunes, qui sont seuls, qui vivent seuls, là où le phénomène a été exacerbé par l'isolement de ces 2 dernières années, on constate, alors c'est très personnel, ce sont des points de vue personnels, on constate que certains arrivent un petit peu défoncés le matin, Ouais. ou à la mi-journée, au contraire, nous semblent avoir bu. Il y a quand même un rôle d'accompagnement de la sphère RH, voire des collègues de ces personnes. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans La première stratégie, c'est, merci pour votre question, la première stratégie, c'est il faut sensibiliser toute l'entreprise, déjà, le premier point. Après, il y a des niveaux, il y a des strates. Il faut que les managers ou les RH, etc., soient formés au repérage, mais on ne leur demande pas de traiter les gens, juste de repérer et de savoir comment leur parler. La médecine du travail doit intervenir aussi. Et après, il y a un travail en réseau qui s'effectue, en fait. Le travail en réseau, c'est qu'on va travailler RH, enfin manager, médecine du travail, avec la médecine de ville et la médecine addictologique, par exemple. Mais la première étape, c'est sensibiliser toute l'entreprise, peu fait, alors qu'on n'arrête pas de le dire,
Et après, formation des managers et aussi il y a formation des chefs d'entreprise. C'est vraiment la première étape. Très bien, je vous remercie. J'avais une deuxième question, Bien s'il sûr. vous plaît. J'ai été très marquée dimanche dernier par cette émission que j'ai vue sur M6 sur, alors je ne sais pas si c'est le thème addiction, mais ce phénomène sociétal chez les jeunes, voire les très jeunes filles ou jeunes hommes, mais plutôt les jeunes filles, qui, via un réseau social, se retrouvent à déposer des photos nude. Ah oui. Et j'avoue, hein, à 60 ans, que je ne m'attendais pas à voir ça. Ouais. C'est latent, c'est sourd, et pourtant, c'est leur quotidien. Donc, c'en est une addiction ou pas? Dites-nous comment on peut, nous, adultes, appréhender ça Alors, et le percevoir chez nos enfants, petits-enfants, ouais. etc. Déjà, il faut en parler avec eux très tôt de ça, des nudes. Enfin, les nudes, c'est des photos nues, hein, des parties de corps ou de corps entier. Diffusion de vidéos. Le porno en streaming, il faut leur en parler, mais ils savent, ils sont au courant de tout de toute façon, puisque ça circule dans les écoles, etc. Donc ils savent. Et c'est de plus en plus jeune, hein, c'est niveau CM2, hein, le porno en streaming. 9-10 quand même. ans, oui, Ouais, oui, ouais. j'ai vu 9-10 ans. Euh, donc tous ces éléments-là, il faut en parler avec eux. On n'est pas au stade de l'addiction en fait. On est au stade du risque plutôt de cyberharcèlement, de ce qu'on appelle revenge porn. Revenge porn, c'est je t'envoie des nudes, on s'entend hyper bien, etc. Ok, super, je t'envoie des nudes, tu m'envoies des nudes. Mais maintenant, on peut plus se blairer. Donc les nudes, je vais les diffuser à tout le monde. Ça s'appelle du revenge porn. Et c'est puni par la loi d'ailleurs. Mais avec des conséquences qui peuvent être dramatiques, hein. Il y a eu des cas comme ça de sextape faits par des couples. Les couples se séparent et puis un des membres du couple, surtout souvent des hommes, diffuse sur les plateformes de streaming de haute publication. Ça aussi, ça passe par la prévention. Et ça, il faut en parler en prévention chez les jeunes. Et en tant que parent, en tant que grand-parent même, il faut, enfin, c'est plutôt les parents, hein, ou les grands-parents, c'est un contre-indique pas. Il faut dialoguer sur ça en fait. Sur attention à ce que tu fais avec ton corps, comment tu ne diffuses jamais, tu ne donnes pas d'informations, attention aux réseaux sociaux, attention à qui te parle sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et même le porno, faut leur dire. Est-ce qu'on est déjà dans un comportement addictif ou plutôt c'est un phénomène sociétal de cette frange de population qui finalement suit un mouvement? C'est un mouvement en fait. C'est un mouvement. Le comportement addictif, c'est vraiment de la consommation pour ne pas souffrir en fait. Mais ça peut le devenir, si vous voulez. Certains qui font ce type-là d'activité sexuelle en ligne, ça s'appelle comme ça. Certains qui, parce que les activités sexuelles en ligne, normalement, c'est pas pathologique. C'est-à-dire que il y en a plein d'activités sexuelles en ligne. Il y a faire des sextos, voir du porno en streaming, aller sur des cams sexuelles, etc., etc. A priori, ça pose pas de problème. Mais dans une petite frange de la population qui est vulnérable, avec les cases que je vous ai montrées, eux, ils vont devenir addicts. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser ça, pas pour se faire plaisir, en fait. Voilà. Et en tout cas, je remercie la mairie de Corbeil-Essonnes pour l'action que vous faites là, parce que c'est une vraie action, quoi, qui n'a jamais été faite dans la France. Et croyez-moi, j'en ai fait des actions en France. Et là, je suis très heureux si on peut faire un programme sur du long terme. Je remercie Bruno et Martine pour votre action.